Tout au long de la journée, on vous a parlé du faire avec, et notamment du faire avec les matériaux qui sont sur place ou à proximité, et avec le savoir-faire artisanal. Le réemploi, c'est pas nouveau, mais les savoir-faire avec le délalat se sont un peu perdus avec l'industrialisation. L'industrialisation a entraîné une certaine standardisation de la construction et une banalisation de l'architecture du quotidien. Aujourd'hui, on peut voir toutes ces contraintes environnementales comme des opportunités aussi pour aller vers une architecture plus vernaculaire et plus intéressante. On va juste faire un petit point de définition des 3 R, comme on dit. Donc le réemploi, c'est quand on réemploie un matériau pour la même fonction. Donc là, on a des briques qui sont réemployées, un radiateur et des carrés de moquette d'espace de tertiaire. Après, on a la réutilisation, donc c'est quand on est dans un... On est tous nuls avec cette affaire. C'est quand on est dans un usage détourné du matériau. Donc là, en haut, on a la moquette de bureau qui sert de complément pour une isolation du bâtiment. Au milieu, vous avez du mobilier urbain qui a été fabriqué avec des chutes de bois. Et en bas, un bâtiment où des portes font façade. Et en fait, ce bâtiment, c'est le pavillon circulaire qui a été construit à Paris dans le cadre de la COP 21. Et le recyclage, donc là, on est sur une transformation et une valorisation de la matière. Donc le bilan carbone n'est absolument pas neutre, il peut être très différent selon le produit recyclé, mais il n'est absolument pas neutre. Je vous ai mis un exemple local, puisque ces chaises sont fabriquées par la Fabunite de Cré à partir des canoës-kayaks. On reconnaît les couleurs de canoës-kayaks des joueurs de remoi. Voilà, ce petit point sémantique étant fait, ah non, je vous ai mis après le triangle selon l'impact environnemental. Donc voilà, plus on est en haut, plus on est vertueux en termes d'environnement. Et donc réemployer, réutiliser, les deux ont un bilan carbone qui est quasi nul. Le quasi, c'est parce qu'il peut y avoir un peu de reconditionnement et du transport. Mais globalement, c'est quand même assez vertueux. Et tout au long de la journée, quand on parle de réemploi, finalement, dans le terme réemploi, on englobe les deux définitions. Voilà, ce petit point de sémantique étant fait, je vais accueillir les participants de notre table ronde. Donc on a 2 maîtres d'œuvre, Sébastien Fabiani qui est déjà sur place, vous avez vu pour le village de santé. Architecte de l'agence INA à Grenoble. Deuxième maître d'œuvre, Mathieu Cornet, architecte agence Texus à Cré, qui vous a présenté l'usine à vie tout à l'heure. On a Laurent Marmonnier qui est déjà sur scène, une casquette, artisan en rénovation, président de la CAPEP de l'Isère et co-président d'Aplomb et Ecomat. Donc Aplomb, c'est l'organisme de formation qui est rattaché à la plateforme Ecomat. Et on va accueillir aussi Elisabeth Gelot, qui doit être quelque part dans la salle, avocate spécialiste en économie circulaire de l'agence SCOR. Et on a Audrey Pazero, du bureau de contrôle à Bâle. Guillaume, je lève l'écran. Je vais juste prendre mon téléphone pour regarder le temps. Donc, merci à tous d'être ici. On va commencer par une première question pour Elisabeth Gelot, donc avocate. Quelles sont aujourd'hui, la législation évolue beaucoup sur la question. Quelles sont aujourd'hui les obligations d'un maître d'ouvrage public pour ces constructions et quelles sont les obligations qu'on peut imaginer qui vont arriver bientôt. Ça fonctionne. Bonjour à tous. Effectivement, le petit point réglementaire, que du bonheur pour commencer, mais quand même surtout des bonnes nouvelles. Alors, il y a beaucoup d'obligations, elles sont de plus en plus importantes et ça va s'aggraver. Ça dépend de la manière dont on voit les choses, mais en tout cas, ça va devenir de toute façon quelque chose qu'on ne pourra plus, qui ne reposera plus comme aujourd'hui sur une bonne volonté des maîtrises d'ouvrage ou sur l'engagement des maîtrises d'œuvre, mais ça va devenir une obligation généralisée et sanctionnée aussi à
plus ou moins long terme. Et la première obligation qu'on a aujourd'hui, c'est pour tout ce qui va être déconstruction, réhabilitation. Il y a l'obligation, le petit triangle qu'on vous a présenté, c'est la hiérarchie des modes de traitement, c'est une obligation légale pour les maîtres d'ouvrage de privilégier le réemploi sur le recyclage ou l'évacuation en vue de l'élimination des déchets de chantier. Donc ça, c'est une obligation légale, et de le faire conformément au principe de proximité, c'est-à-dire en privilégiant des filières locales et en les aidant à se pérenniser. Donc ça, c'est une obligation légale qui est prévue par le Code de l'environnement et depuis assez longtemps, mais qui n'est pas connue, pourtant elle est sanctionnée pénalement, mais aujourd'hui, voilà, je pense que personne n'en a été réellement saisi. C'est pour ça qu'avec la loi AGEC, pour aider les maîtres d'ouvrage à mettre en œuvre cette gestion conforme à la hiérarchie des modes de traitement et au principe de proximité, on a maintenant l'obligation pour les grosses opérations, donc plus de 1000 m², d'avoir un diagnostic spécifique PEMD. Et pour les plus petites opérations, maintenant, il y a l'obligation pour les entreprises de travaux de fournir aux maîtres d'ouvrage des informations sur la quantité de déchets qui vont être générés et justement la stratégie qu'ils vont mettre en place et les filières vers lesquelles ils vont évacuer les différents déchets de chantier. Donc voilà, qu'on soit finalement dans une grosse opération ou dans une plus petite, maintenant, en principe, vous êtes censé avoir les informations pour pouvoir privilégier le réemploi et privilégier des filières locales. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, vous avez une batterie d'obligations prévues par la loi AGEC sur vraiment la gestion des déchets de chantier, notamment le tri des 7 flux, mais c'est moins notre sujet réemploi. Ce qu'on va avoir de l'autre côté pour boucler la boucle, c'est plus, on a maintenant la REP PNCV, donc la responsabilité élargie des producteurs pour la filière des produits et matériaux de construction, qui est rentrée en vigueur. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est on a des éco-organismes qui ont été agréés par le ministère. Les fabricants de matériaux versent une éco-contribution qui est une sorte d'éco-taxe pour résumer, même si c'est pas vraiment ça. Une éco-contribution à chaque fois qu'ils vont mettre sur le marché des matériaux. Et derrière, les éco-organismes, ils doivent mettre en place un maillage de points de reprise sur l'ensemble du territoire national. Et sur chaque point de reprise, notamment, par exemple, il y aura des zones de dépôt réemploi pour permettre d'amener aussi des matériaux de réemploi qui n'auraient pas trouvé de preneur dans le cadre du chantier. Donc ça, encore une fois, et pareil, la REP, par exemple, pourra prendre en charge la collecte sur chantier pour les chantiers qui génèrent pas mal de déchets. Enfin voilà, c'est tout un dispositif qui a vocation notamment à éviter, réduire le nombre de dépôts sauvages. Donc on verra si ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, ce dispositif qui ne fait que commencer cette année va prendre une grosse place en tout cas, et normalement doit devenir un partenaire des maîtres d'ouvrage publics, mais aussi un partenaire des acteurs du réemploi. Et on parlait tout à l'heure de la question des plateformes et du maillage. Là, les éco-organismes ont lancé des premiers AMI en quelque sorte pour soutenir, subventionner des projets de plateformes territoriaux pour favoriser le réemploi au niveau local. Donc ça, c'est moins une obligation qu'un partenaire finalement des maîtres d'ouvrage publics pour remplir leurs obligations. Et puis après, en termes d'obligations de réemploi, vos obligations, c'est surtout pour la voirie, avec des pourcentages de matériaux de réemploi pour tout ce qui va être entretien et construction routier. Et puis, sinon, vous avez, et ça c'est important, et pareil, c'est méconnu, mais on l'a fait passer dans la loi AGEC, vous avez l'obligation de veiller au recours à des matériaux de réemploi dans vos projets de réhabilitation et de construction. Ça, c'est une obligation qui est prévue dans le Code de l'environnement et qui s'applique qu'aux maîtres d'ouvrage publics. Et donc, cette obligation, elle existe aujourd'hui. Et en 2030, elle aura vocation à devenir chiffrée. On attend un décret d'application pour nous dire combien de pourcentage de matériaux bas carbone devront être intégrés dans les projets de construction de maîtrise d'ouvrage public. On ajoute à ça le fait que la loi climat est venue obliger les acheteurs publics à partir de 2026 à mettre des spécifications techniques, des conditions d'exécution et des critères environnementaux dans tous les marchés, que ce soit services, fournitures, travaux. Donc le réemploi, encore une fois, sera un très bon levier dans tous les différents marchés que vous pouvez passer dans l'acte de construire pour respecter cette obligation. Donc voilà, ça aussi, pareil, c'est en cours, mais ce sera très fort à partir de 2026. Et puis, la dernière chose qu'on peut peut-être mentionner, c'est moins pour le bâtiment, mais vous avez déjà, depuis 2021, l'obligation d'acquérir 5%
en valeur de mobilier urbain de réemploi. Donc voilà, aujourd'hui, il y a déjà cette obligation. Il y a eu un premier bilan du ministère sur ce dispositif. Et voilà, c'est quelque chose qui va être pérennisé. Donc 5% de mobilier urbain de réemploi et 15% pour l'instant intégrant des matières recyclées. Voilà pour le petit tour des obligations. Et je rajoute peut-être la RE 2020, enfin, ce que vous avez cité tout à l'heure, et la réglementation environnementale des bâtiments. Donc les nouveaux bâtiments qui sont construits désormais depuis 2022, ils doivent respecter non plus seulement des exigences thermiques, mais des exigences en termes d'adaptation au changement climatique et d'impact carbone. Et dans ce cadre-là, pour atteindre ces objectifs et ces coefficients qui sont contrôlés à l'issue des travaux, le réemploi est une bonne stratégie puisque dans la méthode d'analyse de cycle de vie du bâtiment que la réglementation a mise en place pour contrôler si votre bâtiment est bien bas carbone comme il devrait l'être, les matériaux de réemploi bénéficient d'une convention de calcul. En gros, on considère qu'ils ont un impact nul sur le réchauffement climatique, peu importe le module dans le cycle de vie. C'est-à-dire qu'on ignore par exemple la question du transport, s'il y a un impact carbone résiduel par rapport au fait qu'il a été mis en œuvre peu longtemps, etc. Tout ça, c'est pas pris en compte. On considère qu'un matériau de réemploi qui a besoin d'une nouvelle construction, c'est un impact carbone zéro. Donc encore une fois, ça reste une bonne stratégie pour respecter cette nouvelle réglementation. Merci. Ce petit point réglementaire, c'était quand même assez important. Moi, juste sur les 5% de mobilier urbain en réemploi, c'est quelque chose qui est respecté aujourd'hui. Alors, de mémoire, les chiffres, c'est sur les collectivités qui ont répondu au ministère dans l'étude. Justement, l'étude avait vocation à dire bon, et là pour l'instant, on sait que c'est obligatoire, mais on sait que vous galérez. Donc, dites-nous très honnêtement, voilà, en fonction des familles de produits, qu'est-ce qui est compliqué. Et je crois que pour les 5% de mobilier de réemploi à mobilier urbain, on était sur, je crois, 13% qui disaient avoir réussi à le faire. Quoi. Ouais. Donc, ça reste compliqué aujourd'hui. Et justement, il disait qu'il y avait des difficultés d'approvisionnement, qu'ils ne savaient pas comment faire. On en reparlera après sur les stratégies de prescription conformément au code de la commande publique. Mais effectivement, c'est quelque chose aujourd'hui qui est difficile à mettre en œuvre. J'attire quand même votre attention effectivement sur le fait que ce dispositif, il y avait une bienveillance du ministère parce que c'était expérimental depuis 2 ans et qu'ils savaient, ils ont un petit peu mis au hasard en pique les pourcentages en disant on va voir ce qui sort. Mais là, pour le coup, ils ont fait le bilan, ils ont fait la révision du dispositif et il y a une obligation de déclaration annuelle. Hein. Donc ça, il ne faut pas trop la louper. Et ils vont commencer vraiment à contrôler. Donc pour le coup, voilà, il faut surveiller. Et il y a les mobiliers urbains et un peu en lien avec notre sujet, il y a tout ce qui est bâtiment modulaire. Ça, c'est 20% de réemploi en valeur. Donc voilà, c'est ça il faut y aller. Vous êtes obligé de toute façon, voilà, peu importe le moyen par lequel vous y allez, il faut y aller. Merci. Aujourd'hui, un des freins pour les maîtres d'ouvrage, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est peut-être le plus important, c'est un peu la crainte du risque juridique. Et du coup, je voudrais me tourner vers le bureau de contrôle. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui pour rassurer un maître d'ouvrage, notamment par rapport à ce risque juridique sur la garantie du bâtiment? Non. Okay. Vous m'entendez tous? Oui. Donc, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, la crainte un peu sur les chantiers, c'est le bureau de contrôle, le fameux. Mais sachez que nous aussi, on avance sur les mêmes sujets que la réglementation avance. Et je voulais faire un point sur ce qui est normatif et sur ce qui est législatif. Donc, il y a plein de normes en France qui existent, mais elles ne sont pas toutes d'application obligatoire. Par exemple, les DTU, on se base tous dessus, effectivement, mais rien n'impose l'application des DTU. Et il faut savoir que dans les DTU, on a 2 parties. On a la partie qui parle des matériaux, mais après on a aussi la partie qui parle de la mise en œuvre. Donc dans le réemploi, on va utiliser des matériaux qui étaient déjà en circulation, donc ces matériaux sont censés déjà respecter ces DTU. Mais surtout, nous, ce qu'on va vérifier dans notre mission de contrôle technique, c'est la partie mise en œuvre. Donc si on vient respecter ce qui est prévu dans les DTU, donc qui est un texte concret, on fait notre analyse de risque bien sûr avant,
Donc on va pas sur des petits projets. Enfin, moi, je vous invite vraiment à tester déjà ça sur des petits projets. Et donc, vous venez. Enfin, je parle bien. Pardon. Donc, vous prenez des matériaux déjà mis en œuvre et faites respecter la mise en œuvre qui est citée dans ces textes réglementaires. Et déjà, on a fait une partie du boulot et commencer sur des petits chantiers et aller plus gros sur un chantier crescendo. Et ça, on y reviendra. Effectivement, pas être trop ambitieux dès le départ et déjà lancer c'est ça. le processus. Et sur les petits projets, la mission de contrôle technique n'est pas obligatoire. Donc, si vous avez une crainte là-dessus, essayez déjà un projet où il n'y a pas de bureau de contrôle. Voilà. Et après, vous verrez que ça fonctionne. Et... Après, le bureau de contrôle à part est quand même pas mal cité dans ces nouvelles démarches de réemploi. Est-ce que tous les bureaux de contrôle rentrent dans ce nouveau dialogue et ce nouveau process, ou est-ce qu'il y en a qui sont plus frileux? Bah, je vais déjà parler pour ouais, APAP. Donc, en local, en Drôme-Ardèche, on a le référent national, référent technique dans le réemploi biosourcé et géosourcé qui peut être présent aujourd'hui, mais je le remplace. Donc, qui est Laurent Tendre. Et on a aussi un pilote, on va dire, national en réemploi qui est Nicolas Berny. Donc, nous, on a bien bossé sur ce sujet. Les autres confrères également avancent dessus. Après, je connais pas leur technique et leur... Et dans le lien avec l'assureur, on n'a pas d'assureur ordinateur, on n'a pas mis tout le monde non plus, mais dans le lien avec l'assureur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous travaillez systématiquement avec les mêmes assureurs parce que vous savez comment fonctionner ensemble quand on est sur des projets un peu innovants sur la question du réemploi? Nous, notre assureur en fait, a pris. Le bureau de contrôle à PAB, donc on a un assureur, et on est couvert pour le réemploi. Ça, il n'y a pas de crainte, et on a toujours même, en fait, c'est des contrats qu'on va réviser tous les. Enfin, on ne change pas sur chaque chantier n'est pas couvert par un assureur pour le bureau de contrôle, mais en ce moment, notre assureur est bien au courant du fait qu'on suit des chantiers en intégrant le réemploi. Elisabeth, est-ce que vous voulez compléter sur la question du risque juridique et puis aussi sur une autre préoccupation très importante pour les maîtres d'ouvrage, qui est le respect du planning? Ils ont souvent des maîtres d'ouvrage des petites échéances qu'ils ont envie de respecter. Premier sujet, le sujet assurantiel. Donc je pense que le pyramide du réemploi aujourd'hui, c'est plus le bureau de contrôle, c'est mon avis, ça n'engage chez moi, c'est l'assureur. C'est facile parce qu'ils ne sont pas là, mais je leur dis aussi comment je les rencontre. Donc très clairement pour vous, maître d'ouvrage public, le risque aujourd'hui de faire du réemploi, c'est quoi? C'est que demain il y a un sinistre, notamment décennal, donc il va bien les chiffrer en termes de travaux pour reprendre l'ouvrage, et que derrière l'assureur vous dise ah mais en fait ce matériau il était un petit peu daubé, un peu vieux, donc vous ne m'avez pas dit, et donc bon en fait je ne couvre pas ça, ça ne fait pas partie des techniques courantes de construction, donc débrouillez-vous. Ça c'est le risque que vous imaginez. D'abord ce risque il est faux, il est inexact, c'est-à-dire que demain même si vous n'avez pas déclaré le réemploi à votre assureur, vous ne risquez pas une exclusion de garantie, vous risquez une limitation de garantie. Ça veut dire que vous paierez simplement la différence par rapport aux mensualités que vous auriez dû payer si vous aviez déclaré cette, entre guillemets, aggravation du risque. Donc encore une fois, vous serez couvert en partie pour votre sinistre. C'est simplement que vous aurez plus à payer généralement que votre franchise. Mais encore une fois, si on fait des calculs, on se rend compte que ce n'est pas un risque si anxiogène que quand on a l'impression qu'on ne sera pas couvert et qu'on se dit on va se manger un sinistre décennal pour la commune tout seul. Donc, ok, ça déjà, c'est important de le dire, je pense quand même. Donc, c'est une limitation de garantie qu'on risque. Ensuite, il y a le sujet de est-ce que vraiment cette limitation de garantie, elle serait automatique dans le cadre du réemploi? Et la réponse, encore une fois, est en cours de débat, mais la position des assureurs, c'est de dire nous, en fait, nos dommages d'ouvrage, donc celles qui couvrent vous en tant que maître d'ouvrage, et les assurances pour les entreprises de travaux, les deux, les contrats de base sont limités à ce qu'ils appellent les techniques courantes, et donc notamment ce qui recouvre ce qu'on citait tout à l'heure, les DTU et compagnie. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de DTU et il y a beaucoup de règles professionnelles où en fait, peut-être que le réemploi n'est pas prévu, mais le réemploi n'est pas exclu.
Et il y a même carrément des DTU où le réemploi est prévu, par exemple dans les cloisons démontables. Donc encore une fois, la position générale de dire le réemploi n'est pas couvert par vos polices d'assurance, au cas par cas, est potentiellement fausse. Et ensuite, autre point à prendre en considération, il y a des matériaux qui ne relèvent pas des garanties constructeurs. Et encore une fois, plus vous allez vers des éléments du second œuvre inertes, dissociables, et vous pouvez déjà faire du réemploi là-dessus, moins, de toute façon, il n'y aura pas de risque de sinistre de nature décennale. Donc en réalité, au pire, c'est juste remplacer des boîtes aux lettres ou un luminaire. A priori, il y en a pour lesquels c'est possible. Enfin, ça se fait, du faux plancher, etc. Donc voilà, encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que c'est un sujet à régler, à Sura. Il y a plusieurs manières de le faire, soit en sélectionnant des matériaux qui ont très peu de sinistralité et qui n'ont pas d'enjeu performantiel, soit, et l'autre solution que tout le monde privilégie parce que personne n'a envie d'être en mauvaise relation avec son assureur, c'est tout simplement de vous rapprocher de lui dès le début de votre projet et lui dire voilà, moi la réglementation, je suis un ouvrage public, je suis obligé de faire de l'emploi, est-ce que vous pouvez m'assurer que vous allez m'ouvrir? Et généralement, ils vont se mettre d'accord avec vous. La Fédération française de l'assurance, elle a fait une liste des matériaux qui avait dit bon, cela, vous pouvez un petit peu y aller. Et voilà, il faut discuter avec l'assureur dès le début et généralement, voilà, ça se fait. Donc voilà pour un sujet un peu assurantiel, je pense d'être à la fois de clarifier, c'est un sujet à régler, mais ça se règle. Et après, sur la question de, justement, des problèmes de délai et de planning avec la fourniture, effectivement, c'est un gros enjeu. L'idée dans le réemploi, en fait, c'est de se dire, dès le début, il faut réfléchir à ces questions de fourniture. Vous avez un outil, généralement, que vous pouvez utiliser, qui sont les marchés innovants. C'est jusqu'à 100 000 €. Donc, vous pouvez passer à un marché innovant avec justement un acteur de votre territoire pour la fourniture des matériaux de réemploi et prévoir, par exemple, derrière, une clause de réexamen avec un BPU pour une alternative en neuf. Et lui, tant pis, il se débrouille. Et comme ça lui laisse beaucoup de temps en amont du chantier pour vous trouver des lots, vous faire des propositions et compagnie. Et si jamais au démarrage du chantier, on voit qu'on n'y arrive pas, et ben, il commande tout en neuf et il vous les envoie et vous payez qu'une fois chaque chose, etc. Donc voilà, encore une fois, ça, par exemple, vous avez le marché de Toulouse Métropole pour une école élémentaire dans le cadre du projet Life to Build. C'est vraiment un marché qui est bien rédigé et vous avez un modèle de BPU annexe sur justement le prix neuf, comme ça vous permet de gérer cette aléa. Mais je vous conseille voilà, de conclure généralement un marché innovant, ça vous permet de ne pas faire de publicité mise en concurrence et le ministère a bien dit pour s'approvisionner en réemploi, ça reste une bonne solution parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'offres. Et puis de passer le plus en amont possible, comme ça vous permet d'anticiper et compagnie et de gérer ce planning. Ok, merci. Donc on retient effectivement le variante pour sécuriser le planning. Je me tourne vers Laurent Marmounier. Alors j'ai bien entendu Bruno Jalabert qui parlait que les projets en réemploi sont plutôt moins chers. C'est pas forcément ce qu'on lit et ce qu'on avait en tête, puisqu'on a quand même en tête que globalement ça demande plus de main-d'œuvre et qu'aujourd'hui la main-d'œuvre reste plus chère que les matériaux. Après, on a quand même un contexte d'augmentation des matières premières et donc du coût des matériaux. Est-ce que ça pourra justement permettre d'aller vers plus de réemploi? Alors, oui, je ne vais pas recommencer Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas recommencer l'explication donnée par M. Jalabert. Quand on compte bien tout, effectivement, le réemploi est moins cher. Il faut bien comprendre la petite histoire, je vais aller très vite, raconter l'histoire de la gestion des déchets sur les 40 dernières années. Il y a 3 étapes, hein, je ne vais pas être long. Années 80, les déchets commencent à apparaître en grand nombre dans la société française, autant les déchets issus de l'électroménager que les déchets. On commence, c'est surtout l'électroménager au début. On ne commence pas encore à démonter du second œuvre compliqué, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on en fait. Donc, quelle est la solution dans les années 80? Est-ce que vous vous souvenez? Chaque commune creuse un trou. Voilà. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui une déchetterie sauvage, c'était la seule solution que les collectivités avaient trouvée. Donc, moi, j'avais un grand-père dans les terres froides, dans l'Isère. Hein. Donc, on allait jouer dans le trou, on récupérait tout un tas de trucs pour faire des vélos, etc. C'était formidable. Puis bon, notre grand-père, il habitait à Thonon-les-Bains, donc là-bas, il balançait tout dans la Drance et puis ça filait dans le lac Léman après. Donc ça, c'est la première gestion des déchets en France. Très vite, les pouvoirs publics s'inquiètent et je pense qu'ils font appel à des majors qui leur disent qu'il faut trouver une solution. La solution, c'est très simple, c'est l'export. Donc les déchets partent en Afrique, en Chine, des années 80 jusqu'à 2017.
2017, alors entre-temps quand même, les pays d'Europe se disent on va faire une taxe, une écotaxe sur les appareils électroménagers, ce dont on a parlé tout à l'heure, qui va permettre que quand un metteur sur le marché, c'est-à-dire un fabricant d'électroménager, vend en France ou un importateur qui vend en France, qui doit collecter une petite taxe qui paye le traitement de fin de vie de l'objet. Bon, puis finalement, tout part en Asie, plutôt en Chine, qui rachète 56%. Le déchet est une richesse, puisque les industriels chinois nous les rachetaient. Ils les rachetaient, ils en récupéraient une partie et ils balançaient le reste dans la nature. 2017, janvier, le gouvernement chinois décrète que dans 4 ans, tout ça, c'est terminé. Les industriels chinois n'ont plus le droit d'acheter des déchets en provenance d'Europe et des 2 Amériques. En 2017, c'est là que la plateforme Apple, qui développe sa branche Ecomat, et d'autres commencent à se dire le déchet, ça va être un problème. Et c'est là-dessus qu'il va falloir accompagner les entreprises. Donc, voilà, janvier 17, les Chinois disent que le gouvernement chinois dit à ses industriels vous avez 4 ans pour arrêter votre commerce. Et à ce moment-là, évidemment, les pays d'Europe et les 2 Amériques, fin 18, ils disent bon, on va interdire l'export et puis on va mettre en place les taxes pour inciter les communes à ne pas incinérer et à ne pas polluer. Parce que sinon, la France redevient la poubelle qu'elle a failli devenir dans les années 80. Donc c'est tout ça qui a complètement, qui a généré une dynamique au niveau du gouvernement pour soutenir les initiatives en faveur du réemploi. Et donc aujourd'hui, est-ce que le réemploi coûte cher? De toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on fait de l'incinération, on pollue. Voilà, les premiers incinérateurs dans les années 80, qui étaient une alternative à l'enfouissement, ils ont dégagé de la dioxine, ils ont fait des pollutions autour, on a eu des maladies respiratoires dégénératives à Grenoble, c'est très bien documenté. Donc voilà, l'État ne veut pas qu'on fasse ça. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est moins cher, est-ce que c'est plus cher? De toute façon, c'est la méthode la plus vertueuse. C'est réellement la méthode bas carbone, c'est la seule. Parce que quand on recueille des matériaux, même si ça n'apparaît pas dans une DES, la DES c'est la fiche de données environnementales et sanitaires qui est la base de calcul de la RE 2020, aujourd'hui, dans cette fiche, elle ne fait pas apparaître le CO2 réel. C'est une intention pour aller vers un verdissement des matériaux. Les matériaux dits bas carbone aujourd'hui, c'est plus tard peut-être qu'ils seront bas carbone, mais quand on chauffe à 1500 degrés, on n'est pas bas carbone, ça n'existe pas. Donc, voilà, c'est en intégrant bien ce contexte, ces réalités physiques, que le réemploi est bien la seule solution. Donc on ne peut même pas se demander si c'est cher ou pas cher. De toute façon, si une commune fait de l'incinération, l'État taxe, et en plus, il y a une pollution qui va nous coûter très cher par la suite. Donc là, je fais un petit peu de la morale, mais c'est de la compta en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter. Donc, aujourd'hui, et puis alors, par contre, l'ennemi du réemploi, ma voisine a dit, ça peut être les assureurs. Mais non. Pour moi, les assureurs, ils nous accompagnent doucement, ils sont déjà bien occupés avec les affaires de gré, ils ont vachement de mal. Mais l'ennemi du réemploi, en ce moment, c'est le recyclage. C'est-à-dire que les industriels qui fabriquent les matériaux de construction ont du mal à accéder aux ressources parce qu'elles diminuent et parce que la conjoncture internationale fait que la France a de moins en moins d'accès aux ressources sur les autres continents. Donc, les chantiers de déconstruction, c'est un gisement pour les fabricants qui veulent capter ces ressources, surtout pas pour faire de réemploi, mais pour faire du recyclage qui, évidemment, a un impact carbone extrêmement fort. Moins fort que la fabrication d'origine. On comprend très bien pour le fer. Si vous voulez fabriquer du fer ou de l'acier, il faut chauffer une première fois à 1900 degrés le minerai de fer pour obtenir du fer, et puis le rechauffer une deuxième fois à 1500 degrés pour obtenir les profilés métalliques, les fils, etc., dont on peut se servir. Donc si par contre on refond la charpente métallique dont on a parlé ce matin au bord de la Drôme, celle-ci, elle repasse à 1500 degrés, elle coûte moins cher que si on devait réextraire du minerai. Donc le recyclage, ça impacte moins que l'extraction directe, mais par contre, ça impacte bien plus, ça nous coûte de l'énergie et ça crée de la pollution.
Donc, mais il y a une telle tension sur les ressources que l'ennemi du réemploi, c'est bien le recyclage. Ce que j'ai répondu. Oui, non, mais c'est important de préciser. Je vais me tourner maintenant vers les maîtres d'œuvre. On a vu la présentation sur 2 projets, sur les 2 projets du réemploi, mais comment vous avez intégré ce nouvel enjeu dans votre pratique quotidienne? Et c'est une double question. Et quel discours? Parce que finalement, le maître d'œuvre, c'est vraiment l'acteur qui est choisi par le maître d'ouvrage et qui est en contact direct avec le maître d'ouvrage. Quel discours vous tiendriez pour le convaincre ou le rassurer à s'engager dans une démarche de réemploi? Vous choisissez lequel commence en premier, je vous laisse. J'apporte quelque chose à changer dans la pratique quotidienne. Ce que ça peut changer dans la pratique quotidienne, c'est tout un tas de préalables. On parlait d'assurabilité, de présence de contrôleurs techniques, etc. En fait, c'est créer déjà le contexte propice à ce qu'on puisse avoir la permission ou le potentiel de faire du réemploi. S'il y a lieu d'en faire, on a beau être très inventant sur le sujet, on n'est pas des ayatollahs de réemploi. Du moment ça ne s'y prête pas, donc on ne va pas s'acharner dessus. Il faut comprendre que même si on n'a pas l'obligation d'avoir un contrôleur technique, nous on trouve que c'est très intéressant d'avoir sur une opération. C'est-à-dire qu'accompagner les maîtrises d'ouvrage, comme je le disais tout à l'heure, pour rédiger un cahier des charges, pour que plusieurs contrôleurs techniques se positionnent et disent bah voilà, si vous faire du réemploi chez nous, on abordera de telle manière, etc. Ça permet peut-être de sélectionner un acteur qui pourra être clé. Parce qu'il y a les grosses enseignes, les différents bureaux de contrôle, et puis il y a la personne physique qui sera là, le contrôleur technique. Et des fois, ça n'a pas tout à fait le même son de cloche que la politique globale de l'entreprise. Donc c'est hyper important aussi d'avoir cette consultation. Ce qui fait un lien aussi avec l'assurabilité et la question de comment on se lance dans des opérations de réemploi. Dans la question de créer ce contexte propice au réemploi, déjà de savoir dans quel type d'opération on se situe. Est-ce que c'est que du neuf, il n'y aura que de l'intrant, ou est-ce qu'on est dans des contextes où il y a de la réhabilitation, où il y a potentiellement un gisement disponible sur place à remobiliser. Ce qui veut dire qu'au niveau des assurances, ce sera la même chose, que ce soit du neuf ou de la réhabilitation. Comment on se positionne dans les stratégies de réemploi qu'on va mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on va viser comme champ d'intervention? Est-ce qu'on va aller chercher un réemploi compliqué, aller chercher du déchet pour essayer de redevenir un matériau de construction en le mettant en œuvre de telle manière et se trouver dans le grand lot et la famille des techniques non courantes? C'est ça qu'il faut comprendre. Ou à l'inverse, est-ce qu'on va être malin et faire des choses qui sont plausibles, faciles, que les entreprises auront la capacité de mettre en œuvre et qui resteront dans les techniques courantes? Par exemple, bien connaître un DTU, c'est hyper intéressant. Parce qu'on sait justement qu'est-ce qui est faisable pour rester dans les clous de l'assurabilité classique et conventionnelle. Et pas rentrer déjà dans quelque chose de très innovant qui nécessiterait d'autres démarches. Donc ça crée aussi des préalables comme ça, en fait, de se mettre quelque part quelques stratégies pour pouvoir mener des projets qui peuvent intégrer du réemploi. Et puis ça peut changer des fois aussi le langage architectural qu'on va mettre en œuvre, ou les techniques constructives qui auront la capacité, peut-être, ne serait-ce que dans le dessin d'une façade, d'avoir la capacité d'intégrer des matériaux différents, ou des châssis de fenêtres qui n'auront pas les mêmes tailles, etc. etc. C'est-à-dire que inscrire le réemploi dans la démarche de projet, c'est penser l'avenir, mais c'est aussi penser le moment du chantier en se disant potentiellement mon chantier ce sera l'an prochain, ce sera dans 2 ans, ce sera dans 3 ans, on a tous aussi les délais. Est-ce que j'ai la capacité de dessiner des ouvrages qui sont eux aussi en capacité d'intégrer les matériaux à disposition à ce moment-là? Donc il y a tout un tas de techniques, de recettes d'architecture qui permettent aussi de faire ça. Ça répond. Merci. Mathieu, tu peux compléter, bien sûr. Oui, moi j'ai un point de vue qui, pour quitter le champ réglementaire, économique et technique, j'essaie aussi de ramener le sujet sur, enfin moi dans ma pratique, sur la question de la qualité architecturale, ce qui nous fait arriver dans les projets qu'on a vus d'ailleurs. Mais vous l'avez peut-être perçu, en fait, travailler la réhabilitation, ça veut dire aussi réfléchir à son territoire et ramener, in fine, le territoire à l'intérieur d'un concentré, le territoire qui est un bâtiment. Quand on dit ça, on pense aux architectures vernaculaires qui présidaient la construction de notre civilisation presque. Donc là, on convoque des milliers d'histoires, des milliers d'années d'histoire. Donc là, on a des processus beaucoup plus complexes, tout décomposés avec plein d'interlocuteurs, mais globalement, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est presque une chance
Donc l'argument à l'égard des élus, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des élus. Il y en a un peu. Donc l'argument qu'on porte en fait à l'égard des élus, c'est de leur dire oui, c'est un exercice difficile qui va demander un peu de temps et d'incertitude, mais globalement, on va y gagner en richesse, c'est-à-dire qu'au-delà simplement de la maîtrise technique d'un projet et de notre culture architecturale et de nos études, et bien tout d'un coup, on ramène vraiment de la matérialité, de l'histoire, de la stratigraphie, et vous l'avez vu dans les exemples. Donc je ne reparle pas de l'usine à billes, c'est bon, on avait eu, mais un autre exemple qui est pas loin, c'est de l'autre côté du Rhône, au Teil. Je me permets d'en parler, même si c'est pas dans la bande. Non, on a gagné un concours de construction d'une église, de reconstruction d'une église qui a été très abîmée par le tremblement de terre de 2008. Ne commente pas la phrase. Parce que vous en on ne parlera pas. Non, tout ça pour dire qu'on a gagné le concours en construisant un projet sur la mémoire. C'est-à-dire qu'on a dit on ne peut pas reconstruire une église après un tremblement de terre comme on construit une église neuve. Donc l'idée qui a émergé dès les premières esquisses a été de employer la matière déconstruite d'une matière noble, la matière de pierre de taille, à l'intérieur du projet neuf, jusqu'à la charpente qui va servir à reconstruire le beffroi qui porte les cloches, qui elles-mêmes sont recyclées. Bref. On a gagné le concours parce qu'il y avait une dimension émotionnelle, une dimension d'hyper-territoire, et qui est, moi j'appelais, voilà, et on avait un projet de béton, parce qu'on a utilisé du béton qui permet de faire une matrice protectrice, on a appelé ça un béton mémoriel. Bon, voilà, on emploie les mots qu'on veut, néanmoins, on améliore la qualité architecturale par la matière en parlant à ses citoyens, à ses occupants, à ses usagers, de leur histoire, de leur territoire, quelle que soit la longueur de cette histoire. Voilà. Et par rapport, pour revenir sur le projet du Teil, du coup, est-ce qu'il y a un AMO qui est là tout du long? Il y a quand même des histoires de logistique, de stockage, etc. Oui, alors dans cette histoire, alors il faudra peut-être un jour qu'on fasse un thème sur cette histoire, parce qu'elle dépasse largement le cadre de l'Église. Suite au tremblement de terre, il y a eu pas mal de travaux d'urgence élaborés, pas mal de travaux de déconstruction. Et très tôt, les élus ont mis en place en fait, une réflexion sur cette matière première et ce gisement. Et aujourd'hui, oui, alors je n'ai pas son nom en tête pour l'instant, mais ils se sont fait accompagner depuis quelques années par le bureau d'études qui planifie la logistique autour du recyclage, de la déconstruction et du stockage. Ça pose des problématiques logistiques assez étonnantes parce que stocker de la matière première de qualité, en fait, c'est stocker des matériaux qui ont de la valeur d'ores et déjà. Et on ne peut pas les stocker n'importe comment. Et en fait, ça nécessite, alors je ne suis pas dans les petits papiers du sujet encore, mais ça nécessite de mobiliser pas mal de foncier sur une commune. Alors il y a des communes qui ont la chance d'avoir du foncier, d'autres pas. Néanmoins, il y a des matériaux qui craignent les intempéries avant d'être réutilisés. Donc le problème dépasse la question du foncier, il faut carrément travailler sur de l'immobilier de stock. Enfin voilà, donc on met le doigt dans un engrenage qui certainement construit une pensée sur la logistique recyclage. C'est là que les collectivités ont quand même un rôle à jouer sur le foncier à mettre à disposition. C'est évident que là, à terme, si ce processus prend greffe dans les habitudes de travail, une commune devra imaginer du foncier immobilier et du foncier de stock, parce que ça sera toujours utile. Oui, Laurent, je vais passer la parole notamment aussi pour parler d'une structuration de la filière. Enfin, rassurer, c'est aussi dire qu'aujourd'hui, ça reste vivant, mais il y a une structuration de filière qui est en cours. Le process est engagé, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire cette structuration de filière? Oui, alors juste, je réponds sur le foncier. Voilà, les territoires qui se sont emparés de la question ont mis leur établissement public du foncier sur le sujet, et ce qui permet de stocker temporairement les matériaux. Il y a 140 000 panneaux solaires, par exemple, qui sont en train de chercher de place. Donc, mais voilà, mais bon, en tout cas, sur le Grenoblois, là, ça démarre. Alors, sur la structuration de la filière, dans la filière bâtiment, la partie mise en œuvre, on est en difficulté de formation depuis les années 70, on va dire. L'État français a fait un gros effort lors de la reconstruction de 45 à 73, 75, sur la formation. On
On a eu l'AFPA qui formait 2000, 3000 heures. Formation efficace dans le bâtiment, c'est 3000 heures. 3 ans à peu près, 3 ans si possible en alternance. Enfin, non, c'est pas si possible, c'est en alternance, là on est sûr que ça marche très bien. Et puis, depuis les années 80, on a des baisses de crédit continues dans la formation des gens qui travaillent dans les entreprises de mise en œuvre. Et pour le réemploi, quand on fait du neuf, il y a besoin de peu de formation, et très paradoxalement, le schéma s'est inversé quand on est passé à faire de plus en plus de réhabilitation. Et le réemploi, c'est une des problématiques de la réhabilitation, et on a besoin aujourd'hui d'augmenter le temps de formation pour que les acteurs soient de plus en plus polyvalents. Alors, pour ce qui est de la déconstruction du stockage, du magasinage et de la revente, on a un diplôme. Là, ça démarre, un diplôme qui s'appelait le TVRB au début, Technicien valoriste en ressources bâtiment, qui a été rebaptisé TREMA depuis peu, qui permet de former en 700-800 heures, entre 750 heures, je crois, des ouvriers qui vont être capables d'approfondir les diagnostics, de déconstruire correctement, de stocker. Donc là, on a une vraie compétence qui démarre. Alors, ça démarre petit, hein, parce qu'on doit avoir 5 promos de 12 élèves sur l'ensemble du territoire. Et puis après, il faut que dans le bâtiment, il y ait cet effort de formation qui soit maintenu pour que ces matériaux, qui sont pas toujours aussi faciles à mettre en place que des matériaux neufs, qui font plus appel à des vrais savoir-faire de personnes, il faut que la formation les efforts de formation soient augmentés. Alors, la nouvelle ministre de la formation professionnelle, Carole Grandjean, a annoncé hier matin que les référentiels de formation seraient faits en fonction des besoins du secteur, et donc elle a installé dans chaque lycée technique un nouveau poste qui s'appelle le bureau des entreprises, qui va nous permettre, je suis assez optimiste parce que les premiers contacts nous laissent penser que ça va bien se passer, qui va nous permettre d'adapter au mieux les formations. Et puis, on est invité tous les 5 ans au ministère de l'Éducation nationale, avec les principaux acteurs de la formation professionnelle, à réviser les référentiels de formation. Mais là, on est devant le mammouth, là, c'est pas une plaisanterie. Là, ça va extrêmement lentement. Les problématiques énergétiques, on a commencé à les intégrer 48 ans après la crise de 73. C'est pas une... J'ai tenté, 45 ans après la crise, j'ai fait les premières tentatives. Ça a été très compliqué d'introduire l'étanchéité à l'air, par exemple. Donc aujourd'hui, on a encore une formation qui est un peu lente. Bon, je ne vais pas développer sur l'énergie, mais c'est bien la prise en compte de l'ensemble des problématiques. Ce matin, un élu me disait qu'il faut bien gérer en même temps le budget investissement d'une commune et le budget fonctionnement. Et ça va ensemble. C'est en faisant des investissements plus judicieux qu'on diminue le fonctionnement. Et voilà. Donc, ça se rapproche de ce que disait Sébastien, c'est que les bâtiments qu'on va concevoir aujourd'hui, il faut qu'ils soient prévus pour être démontables. Alors, la première chose, c'est qu'ils puissent évoluer, ça c'est capital, c'est-à-dire rester en place en changeant de fonction. Donc ça, c'est des nouveaux savoir-faire qui doivent être enseignés dans les écoles d'archi et tous les métiers de la maîtrise d'œuvre. Et c'est à partir de là que c'est en intégrant toutes ces problématiques, celles de l'énergie, de la gestion de l'eau, de la déconstruction, de l'évolution des fonctions, qu'on va faire des bâtiments qui sont réellement économiques pour la collectivité. Aujourd'hui, dans les craintes des maîtres d'ouvrage, il y a aussi, voilà, vous avez parlé beaucoup de la technique des petits pas, d'aller progressivement vers le réemploi. Il y a parfois des grands volumes sur un grand bâtiment qui peuvent être difficiles à trouver. Les plus bouts, la plateforme Ecomat, elle est en réseau avec d'autres plateformes. Comment vous fonctionnez? Oui, on se tient. Alors, le réseau, c'est le directeur de Jalabert, je pense qu'il est encore là, il sera plus efficace que moi pour expliquer exactement les modalités selon lesquelles on est en réseau avec les autres plateformes. Mais on n'a pas aujourd'hui un outil spécifique pour ça, pour connaître exactement les stocks qu'il y a dans les autres plateformes. Tout ça se met en place, hein. Ça n'a pas démarré seulement en 2017 avec un démarrage effectif. 2017, c'est les premières réflexions, démarrage effectif 2020. Donc là, on a encore besoin d'un peu de temps. Il y a une entreprise, je ne sais plus quel statut est là, c'est Cycle Up, qui se propose de faire un catalogue national
des matériaux de réemploi. Pour l'instant, c'est un peu compliqué à se mettre en place. Leur idée, c'était un peu de surfer sur les flux en mettant à disposition de tout le monde les stocks qu'il y avait partout. Bon, Est-ce qu'il y a intérêt à le faire au niveau national? Parce qu'en termes de proximité, on est un peu. ben, bien sûr. Voilà. Et donc moi, c'est pas une initiative que je soutiens. Par contre, voilà, chaque territoire a ses limites et enfin, il y a toujours une dimension. L'extrême sud de l'Isère, c'est le nord de la région PACA, par exemple. Et voilà, s'il y a des matériaux à mince, c'est bien qu'à Gap, ils soient au courant. Parce que même si ce n'est pas le même territoire administrativement, donc, où est la limite, je ne sais pas trop. Mais bon, la communication ne marche pas trop mal en fait. Écouler des matériaux, c'est pas si difficile. Quand on a Bruno Jalabert et Comat a présenté le magasin éphémère tout à l'heure, en fait, au bout de 7 à 10 jours, en faisant juste de la communication sur les réseaux sociaux et un peu les radios locales, on a une influence et on a des professionnels et des particuliers qui viennent acheter. Donc les matériaux, ils s'écoulent bien. Alors après, vu dans l'autre sens, la maîtrise d'œuvre ou les maîtres d'ouvrage qui voudraient trouver les matériaux, c'est pas forcément très facile, on n'a pas la même facilité que quand on commande sur Amazon, mais bon, ça va se mettre en place petit à petit, on ira peut-être vers un catalogue national. Il faut trouver des équilibres financiers, parce qu'aujourd'hui, toutes ces plateformes, elles ont des équilibres précaires. Là, la baisse de la construction due à l'instabilité des taux d'emprunt a mis quand même pas mal de difficultés, puisque quand il n'y a plus de construction, il n'y a plus les déconstructions qui sont juste avant. Donc, on essaye déjà de pérenniser le système, ce qui n'est pas simple, hein, puisque dans le bâtiment, depuis 1973, on alterne des périodes de fleurie et des périodes de difficulté, et il faut que toutes les activités bâtiments soient capables de fonctionner en période de difficulté comme en période de fleurie. Là, on est dans une période, on va dire, de semi-difficulté par rapport à la crise dernière qui était 2016, qui était une période très compliquée. Là, c'est moins compliqué, mais ce n'est pas une période super facile. Mais bon, ça, c'est la place quand même. Merci. Je posais une dernière question, parce qu'on parle d'y aller petit à petit. Moi, ça me fait penser au mobilier urbain. On en a parlé dans le projet de Monjou notamment. Le mobilier urbain est une façon peut-être simple de faire du réemploi, et puis ça permet d'offrir un mobilier urbain avec un esthétisme un peu différent et des usages souvent multiples. Et pourtant, aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage ont quand même peur de sortir de ce catalogue de mobilier urbain, et notamment toujours par rapport à l'histoire du risque juridique. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, Isabelle ? Alors, sur ce sujet, on peut se rassurer. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit déjà, vous avez une obligation légale de demander du mobilier urbain de réemploi ou issu de la réutilisation. Les deux sont compris dans l'obligation. Donc, il peut y avoir des détournements d'usage, vous pouvez faire un projet participatif avec d'autres types de matériaux pour les transformer pour faire du mobilier urbain, c'est pas un problème. Donc déjà c'est une obligation légale, donc après qu'il y ait une double contrainte de se dire est-ce que même si c'est une obligation légale, il y a d'autres obligations qui m'empêcheraient de le faire ou qui font que je pourrais avoir ma responsabilité engagée. Aujourd'hui en termes de mobilier urbain, vos seules obligations légales c'est accessibilité et sécurité. C'est pas justement, après vous avez des normes relatives au mobilier urbain, encore une fois elles ne sont pas légalement obligatoires. Donc vous pouvez tout à fait commander du mobilier urbain de réemploi en spécifiant, par exemple, justement, de garantir les questions d'accessibilité et de sécurité, et puis ce que justement on vous démontre en fait en faisant des tests, ou voilà. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez exiger. En termes de responsabilité sur le mobilier urbain, parce que ça c'est pareil, effectivement, notamment les élus ont peur du point de vue pénal de se retrouver avec un accident et qu'on vienne les chercher personnellement, ou alors que la commune se retrouve poursuivie parce que quelqu'un s'est fiandé sur un banc de réemploi qui a lâché. Bon, dans la réalité, aujourd'hui, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Les jurisprudences qu'on a, c'est sur le défaut d'entretien normal de la voirie. Donc, c'est les gens il y a un poteau qui est vraiment planté en plein milieu et il y a quelqu'un un soir qui se mange, ou il y a un énorme nid de poule et il y a quelqu'un qui tombe. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui existe en termes de jurisprudence. Les hypothèses de bancs, de tables de pique-nique ou d'abribus, où il se passerait un accident incroyable parce qu'il y a vraiment une défectuosité et que vous ne pouviez pas louper, voilà, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc en fait, voilà, c'est pas un risque important.
Donc, je pense qu'en tout cas, ça ne doit pas être un frein aujourd'hui pour tester, surtout qu'encore une fois, on parle de 5%, tester du mobilier urbain avec des acteurs partenaires du territoire, voilà, sur encore une fois du mobilier urbain, parfois où il n'y a pas de sujet d'accessibilité particulier ou d'enjeux de sécurité notoires extrêmement importants, pas de choses électriques, pas de choses très lourdes, enfin voilà, en soi, les risques sont quasi inexistants. Merci. On va vous laisser la parole si vous avez des questions, juste si on peut résumer. 5% du coût. Pour résumer, il y a quand même une importance à ce que l'équipe projet dialogue bien. Sébastien parlait de créer le contexte. J'ai bien aimé le contexte favorable. J'ai bien aimé cette expression. C'est vrai que contacter dès l'amont les acteurs du territoire aussi, c'est pour ça que tout à l'heure on vous a parlé de cette carte où on essaye de travailler sur un territoire, la mise en lien qui doit se faire bien en amont des projets pour intégrer la question du réemploi dès le départ. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Oui, ou témoignages, remarques. Directement par rapport au mobilier urbain et justement au risque qu'il y a des accidents, comment ça se passe par rapport aux jeunes enfants justement? Parce que c'est là-dessus où il y a plus de normes. Alors, je vous avoue que je ne vous dirais pas de commencer par les jeux pour enfants, parce que je vous disais en termes d'accessibilité et sécurité, il y avait Mobilette. Du coup, j'avoue, le toboggan, je ne conseille pas. Voilà, après, quelque chose de très bas, vraiment, qui est revalidé, etc. On peut faire, les petites personnes aiment les jeux très simples, donc on peut faire des choses pas très hautes et pas très dangereuses avec des détournements d'usage. Même en partenariat, je sais qu'il y a beaucoup de choses participatives qui sont faites, notamment dans les écoles, etc., pour imaginer justement des choses avec des matériaux qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'animations qui sont faites comme ça et parfois les petites personnes ont des très bonnes idées. Donc voilà, il faut pas. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, les jeux pour enfants, pas forcément la meilleure. Ça me semble quand même un peu challenge. C'est pas petit pas. C'est d'autres questions. Est-ce qu'on passe à la conclusion de cette journée? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre participation et vos témoignages. Et j'invite Daniel Chen, qui a été le grand témoin de cette journée, qui va la clôturer. Il est 16h30, on est à peu près dans les temps. Donc, vas-y. Grande responsabilité de clôturer cette journée riche d'échanges, de présentations, d'images qui nous ont fait rêver, qui nous ont embarqué dans des choses qui sont non seulement responsables, efficaces, mais aussi qui font rêver, quoi, qui ont embarqué beaucoup de gens avec eux. Qu'est-ce que je vais dire? Je voudrais juste dire que si je reprends la formule de la proximité généreuse, je vois qu'elle produit des choses très intéressantes. Et il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, notamment dans ce que disait Laurent, sur la question de la fierté et du travail, du travail de la main. C'est quelque chose qui. J'ai l'impression que quand on va dans ce sens-là, de faire de la proximité généreuse, quand on dit va voir ton voisin, va voir ton territoire, retourne chez toi et essaye de voir qu'est-ce que tu peux faire pour recombiner les choses de manière plus favorable, on va de façon plus générale aller vers plus de sens. Et on en a beaucoup besoin en ce moment. Plus de sens, plus de savoir-faire, améliorer aussi la fierté, et on améliore les connexions. Quelque part, on est dans une. Tout à l'heure, je vous disais que j'étais monté à 400 ans, le moment où on avait dit maintenant, on a compris, le monde est matérialisable, on va faire la électricité, etc. Peut-être qu'on arrive à une période où on s'aperçoit que ce qui est le plus important, c'est de développer les connexions et les complicités, les complicités et les relations. C'est non pas remplacer la mathématique par la systémique, mais compléter la mathématique avec la systémique. Voilà, c'est ma vision. Alors, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait été dit plusieurs fois qu'il y a un binôme super complice, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, génial. Le binôme, je ne comprends pas, il y en a qui ont dit qu'il faut l'élargir. Et là, c'est très très clair, on le voit dans toutes les démarches qu'il faut faire, c'est pas un binôme qu'il faut construire,
un collectif, c'est un ensemble. Parce que d'autant plus que ce binôme, pour le coup, architecte, des fois promoteur, on peut travailler avec, on peut être très complice, on peut venir de très très loin et venir faire quelque chose qui n'est pas du tout complice avec le territoire. Ça arrive régulièrement. Donc cette complicité qu'il faut construire avec le territoire, c'est aussi comme ça qu'il faut le faire, donc élargir. Du coup, on crée un écosystème de confiance. J'ai beaucoup aimé aussi les questions quand on est sur le juridique, de dire qu'est-ce que c'est finalement le juridique, qu'est-ce que c'est l'assurance, qu'est-ce que c'est créer une chaîne de confiance qui va se permettre de se développer. Alors, des fois, on a besoin de contrats, on a besoin de tout ça, mais en réalité, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que le contrat, il est là quand on a besoin d'aller le chercher, la plupart du temps, c'est parce qu'on s'est bien entendu et qu'on a fait les choses de manière en confiance. Et donc, si on allait chercher chaque fois cette confiance, on sera bien. Du coup, cet écosystème de confiance devient proximité généreuse, c'est-à-dire qu'il s'entre dans le territoire, il s'entre bien, et on voit que même le CETOR, quand le CETOR se fait sur place, c'est là que la solution se trouve. C'est-à-dire que si le CETOR était resté dans son bureau, il n'aurait pas trouvé la solution, il n'aurait pas invité. Donc, je trouvais ça fabuleux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je ne savais pas ce que c'était qu'un CETOR avant d'arriver, donc maintenant je sais ce que le CETOR, quand il est sur place, fonctionne beaucoup mieux. Mais il y a certainement plein de décisions qui se prennent en dehors du territoire, et si on devait prendre des trucs sur place, voilà, on dirait qu'on n'a peut-être pas besoin de. On gagnerait beaucoup de temps, tous, et on aurait les bonnes décisions. Voilà, donc on crée cette communauté de confiance. Alors, est-ce que c'est une communauté de valeurs, une communauté d'intérêt, une communauté de territoire? Est-ce que c'est. Il y a tout ça est très mêlé, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se construit. Alors, par contre, j'ai noté aussi que c'est pas une communauté de copains, hein, on a vu ça tout à l'heure, la psychopromotion. Hein. On ne demande pas aux gens qui habitent ensemble d'être forcément des copains, parce qu'on est plutôt dans une démarche d'une communauté d'intérêt, une communauté de valeurs, une citoyenne. C'est important parce que la proximité généreuse, c'est pas on se referme sur soi-même entre des gens qui se connaissent et qui sont tous pareils. Au contraire, parce que quand on va voir son voisin, des fois on ne le connaissait pas, peut-être qu'il vient de très très loin, et on va voir avec lui, on a une communauté de territoire, on a un hyper-territoire, c'est l'hyper-territoire. C'est toi qui as dit cette communauté. Que pour dans ton offre, tu avais une offre hyper-territoire. C'est social. Voilà, c'est-à-dire que du coup, c'est quelque chose qui en réalité est très ouvert et qui donne énormément de possibilités de se reconnecter sous plein d'angles différents. Voilà. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je continue quand même sur les mots. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup les grands mots. Et je voulais remercier avant tout le CE et tous ceux qui étaient là, parce que je pense que c'est par la discussion qu'on va se mettre d'accord sur les mots. Et j'ai aussi compris la différence entre un éboulot rocheux et un jardin alpin. Et ça, c'est quand même pas mal, ça vaut le coup de dire. Ça vaut le coup, il faut qu'on en reparle encore. Je crois qu'il y a pas mal de discussions à mener. Et c'est comme ça qu'on va trouver des solutions. Merci. Merci à tous. Donc, merci à Michel Aurelia, plus particulièrement pour travailler sur le sujet avec moi, et à toute l'équipe qui a été embarquée pour l'organisation de cette journée. Et merci surtout aux intervenants. Toutes les présentations seront disponibles sur le site internet. Voilà, si vous avez des envies et des idées de sujets que vous souhaitez voir traités dans le cadre de ces journées annuelles, la rencontre départementale du CAUE, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci à tous. Merci.